Et si la révolution africaine avait déjà commencé, loin des caméras et des réseaux sociaux? Imaginez un événement capital, si discret que même les analystes les plus aguerris l'ont manqué. C'est précisément ce qui vient de se produire au Burkina Faso. Pas de une spectaculaire, pas de hashtag partagé 1000 fois. Pourtant, dans un silence calculé, le gouvernement a pris des décisions d'une audace rarement vue, des mesures que les médias ont choisi d'ignorer. Il ne s'agit pas d'une retouche technique de politique publique. Ce sont des actes déterminés, capables de bouleverser non seulement le futur du Burkina Faso, mais aussi celui de toute l'Afrique. D'un simple conseil d'administration, des actions profondes ont été déclenchées, touchant la justice, la sécurité, l'éducation et l'économie, sans attendre le secours d'aucune puissance étrangère. Pourquoi ce silence? Peut-être parce que ces réformes remettent en cause l'ordre établi. Peut-être parce qu'elles portent un risque, laisser filer une chance unique de comprendre un basculement historique. Fermer les yeux, c'est accepter que rien ne change. Mais ouvrir l'œil, c'est saisir l'occasion d'une ère nouvelle d'indépendance et de dignité pour l'Afrique. Le futur ne se façonne pas toujours en pleine lumière. Souvent, il se trame dans l'ombre. Pour mesurer l'impact de ces décisions, il faut revenir sur ce que le Burkina Faso a réellement entrepris. Quels sont ses choix radicaux et pourquoi pourraient-ils tout changer? Regardons de plus près ce qui a été décidé dans le plus grand secret. Pourquoi un État africain décide-t-il soudain de rompre l'attente, d'agir seul, à contre-courant de toutes les habitudes et prédictions? Regardez le Burkina Faso. Sans bruit, loin des projecteurs, son gouvernement vient de bouleverser la donne en une seule réunion clé du Conseil des ministres. En l'espace de quelques heures, des réformes profondes ont été lancées. Justice, sécurité, éducation, économie, aucun secteur n'a été épargné. Cette fois, aucune convocation d'experts étrangers, aucune demande d'aide internationale. Le pays a agi poussé par l'urgence et la fragilité de son propre territoire. Il a choisi la voie solitaire, rapide, risquée, mais peut-être la seule possible pour éviter l'effondrement. Pour comprendre ce choix, il faut remonter dans le temps. Au lendemain de l'indépendance, nombre d'États africains ont tenté d'appliquer des modèles venus d'Europe ou d'Amérique du Nord. Pensons à la Côte d'Ivoire des années 60, qui voulait copier le modèle agricole français, ou au Ghana qui, sous Kwame Nkrumah, rêvait d'industrialisation rapide sur le modèle soviétique. Ces tentatives, souvent mal adaptées, ont mené à des crises économiques, à la marginalisation des populations rurales et à l'émergence de frustrations, parfois explosives. Au Burkina Faso, cette histoire se répète depuis des décennies. Des plans d'ajustement structurel imposés dans les années 90 ont étranglé l'État, affaibli les services publics et favorisé l'émergence de zones de non-droit. Le pays s'est retrouvé piégé entre la dépendance à l'aide étrangère, l'insécurité et la défiance croissante des citoyens envers l'État. Face à ce dilemme, l'attentisme n'était plus une option. Ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement la rapidité ni la quantité de mesures, mais la logique nouvelle qui les sous-tend. L'État ne cherche plus à imposer l'ordre par la force, ni à gouverner par l'exception. Il veut d'abord redevenir une présence tangible, concrète, là où il s'était effacé, et cela par des gestes visibles, ancrés dans le quotidien. Prenez la justice. Là où les tribunaux avaient tuément disparu, le gouvernement annonce le retour de juges, la reconstruction de juridictions, la réhabilitation de prisons. Mieux, il prévoit d'implanter de nouveaux tribunaux, réinstallant la confiance et la protection là où ne régnait que l'incertitude et l'abandon. Pour la sécurité, fini le déploiement aveugle. Le recrutement s'ouvre à des profils inédits. Techniciens, femmes, enfants de héros tombés, anciens volontaires. Cette ouverture rompt avec la logique de caste et de clan. Désormais, la sécurité devient l'affaire de tous, cimentant le lien entre État et citoyens par la diversité. Sur le plan économique, la rupture se confirme. Abolition d'un monopole discret sur le contrôle qualité des infrastructures, officialisation d'une agence publique dans l'agroalimentaire. L'objectif, rendre à l'économie nationale sa première mission, servir les Burkinabés plutôt que des intérêts extérieurs. Pour comprendre la portée de ces choix, comparons-les à d'autres moments charnières de l'histoire africaine. En 1981, le Ghana a pris une décision audacieuse en lançant le programme de redressement économique, qui a permis de stabiliser l'économie mais a aussi laissé de côté les plus vulnérables. À l'inverse, la réforme agraire au Zimbabwe dans les années 2000 a voulu réaffirmer la souveraineté nationale mais a plongé le pays dans l'isolement. Le Burkina Faso tente ici une voie médiane. Agir vite, mais en gardant la société à bord, sans recourir à la violence ni à l'exclusion. À travers ces choix, le Burkina Faso lance un message puissant.
L'Afrique peut se réinventer seule, sans attendre validation ni secours. Refuser de voir l'originalité de cette démarche, c'est refuser de croire en la résilience du continent. Ici, une trajectoire nouvelle s'ouvre, peut-être pour le pays, peut-être pour ses voisins. Mais derrière ces décisions, quels sont les enjeux réels à résoudre? Et à quels obstacles inédits l'État s'est-il déjà heurté? Pour saisir la portée de ce virage, il faut plonger dans les crises profondes qui ont forgé l'urgence de ces réformes. Derrière chaque mesure, une question. Comment reconstruire l'État là où tout semblait perdu? Dans les provinces oubliées, la question reste brûlante. Que peut encore l'État face à la peur, la corruption et l'exil? Au Burkina Faso, l'effacement prolongé de l'État a semé le doute et la résignation. Mais aujourd'hui, un basculement s'opère. L'État choisit de réapparaître là où il semblait avoir disparu et de reprendre pied sur cette terre. Premier acte fort. Dori, dans le nord. Ici, les conflits fonciers et la menace des groupes armés rendaient en tout projet impossible. Désormais, une zone d'utilité publique de 100 hectares est créée. Un nouveau pôle universitaire y naîtra, symbole du retour du savoir et d'un avenir pour la jeunesse. Là où régnaient la peur et le silence, bientôt s'élèveront les voix des étudiants et des chercheurs. Pour donner corps à ce projet, inspirons-nous d'exemples historiques comme l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, fondée dans les années 60, qui a permis d'ancrer la recherche et l'enseignement supérieur dans la société sénégalaise. De la même façon, le pôle de Dori pourrait devenir un phare pour le nord du Burkina Faso, attirant des jeunes de tout le Sahel, créant un écosystème de savoir, d'innovation et d'opportunités économiques. Imaginez une ville universitaire où chaque année, plusieurs centaines d'étudiants défendent dans des mémoires sur la gestion des ressources locales, sur la prévention des conflits, sur l'agriculture durable. Mais bâtir une université sans justice serait vain. Dans le nord et l'est du pays, la justice s'était retirée, abandonnant la place à l'arbitraire. Pour rompre ce cercle, le gouvernement réhabilite les tribunaux, rouvre les juridictions fermées et ramène l'appareil judiciaire sur le terrain. Cela inclut la restauration du tribunal de grande instance, la modernisation des prisons et l'étude d'ouverture de nouvelles juridictions à Bogandé et Tugan. Un signal fort. Ici, le droit a encore sa place. Pour illustrer la portée de ces réformes, rappelons-nous du Rwanda après le génocide de 1994. Le pays a mis en place les tribunaux Gakaka, des juridictions communautaires, pour restaurer la confiance, juger les crimes et reconstruire le tissu social. Au Burkina Faso, la réouverture des tribunaux, même à petite échelle, peut jouer un rôle similaire, rendre la justice accessible, rétablir la confiance et offrir un recours aux populations victimes d'abus ou de spoliation. La sécurité, elle aussi, se réinvente. Plutôt que d'imposer une police coupée du terrain, le Burkina Faso lance un recrutement inédit. Femmes, techniciens, familles de victimes, anciens volontaires de défense. Tous rejoignent les rangs de la police nouvelle génération. Une force à l'image du peuple, forgée par ses épreuves, attentive à ses espoirs. Cette diversité, c'est la promesse d'une police humaine qui protège sans brutalité. Pensez à l'Afrique du Sud post-apartheid, où la police a dû intégrer des profils issus de toutes les communautés pour dépasser les traumatismes de la ségrégation. Au Burkina Faso, intégrer des femmes, des jeunes issus de familles touchées par la violence, c'est rendre les forces de l'ordre plus légitimes, plus proches du terrain et capables de prévenir les conflits avant qu'ils n'éclatent. Pour regagner la confiance, l'État partage aussi ses outils. Autrefois, un seul laboratoire contrôlait l'ensemble des infrastructures. Désormais, le secteur s'ouvre à la concurrence. Plusieurs acteurs pourront garantir la qualité des ouvrages publics. Derrière ce geste technique, une rupture avec les vieilles habitudes et un pas vers la transparence. Dans d'autres pays, comme le Maroc, l'ouverture à la concurrence dans le BTP a permis d'améliorer la qualité des routes et des ponts, tout en réduisant les coûts et en limitant la corruption. Au Burkina Faso, cette mesure pourrait booster l'économie locale, stimuler l'innovation et offrir des emplois à de nouveaux entrepreneurs, ingénieurs et ouvriers. Imaginez une génération d'artisans et de petites entreprises locales formées pour répondre aux besoins du pays et non pour enrichir des sociétés étrangères. La reprise économique, elle, s'incarne dans la filière viande. Trop longtemps, les richesses de l'élevage échappèrent aux éleveurs. L'agence Faso Abattoir, dotée de nouveaux pouvoirs, pilote maintenant toute la chaîne, de la production à la vente. Cela signifie plus de valeur ajoutée, des revenus mieux répartis et la fierté retrouvée pour ceux qui nourrissent le pays. Regardons la réussite de l'Éthiopie, qui a investi massivement dans la transformation de sa filière cuir et viande depuis 2 décennies.
Le pays est passé du statut d'exportateur de bétail brut à celui d'acteur majeur de la transformation, créant des emplois et des richesses pour ses éleveurs. Le Burkina Faso peut s'inspirer de ce modèle, en mettant en place des unités de transformation, des marchés locaux et en facilitant l'accès au crédit pour les petits producteurs. Mais l'équilibre reste précaire. Le moindre retard, la moindre inertie, et tout ce chantier pourrait s'effondrer. Si les réformes ne deviennent pas réalité, la défiance s'enracinerait, renforçant l'emprise des groupes armés et l'isolement des populations. Le Burkina Faso joue ainsi son avenir sur plusieurs fronts à la fois. Mais comment transformer ces décisions audacieuses en changements tangibles pour la population ? Peut-on vraiment rebâtir une nation par des actes concrets, là où la parole politique a failli ? La question hante tous les esprits. Au Burkina Faso, la réponse s'écrit déjà sur le terrain, loin des promesses envolées. Le retour de l'État sur les lignes de front, jadis abandonnées à la peur, marque un tournant. Il s'agit de réancrer les familles, de faire renaître l'espoir dans des terres blessées par l'exil. Là où l'administration reprend pied, l'idée d'un avenir s'enracine à nouveau. Prenons l'exemple d'une famille déplacée à cause des violences dans le Sahel. Avant, l'absence d'écoles, de tribunaux, de marchés les poussait à l'exil dans les grandes villes ou même vers l'étranger. Aujourd'hui, avec la réouverture d'un tribunal, la création d'un centre universitaire et la relance des marchés locaux, cette famille peut espérer revenir, reconstruire sa vie, envoyer ses enfants à l'école et participer à l'économie locale. Les ponts se reconstruisent, des jeunes accèdent enfin à des opportunités sans devoir s'exiler, des veuves reprennent leur place dans la société. L'État n'est plus un mirage, il devient le moteur d'une intégration sociale renouvelée. Dans la région de Kaya, par exemple, le retour de l'État a permis la réouverture de dispensaires et la relance de coopératives agricoles. Les femmes, longtemps marginalisées, y redeviennent actrices de la vie économique. Les jeunes, plutôt que de céder aux sirènes de l'exil ou des groupes armés, trouvent des stages, des formations et parfois même des emplois stables dans les projets soutenus par la municipalité. Surtout, la confiance renaît grâce à l'effectivité des services publics. Les tribunaux rouvrent, les campus reprennent vie, les infrastructures s'améliorent. Chaque service rendu, chaque décision de justice prouve que l'État n'est plus un mot vide, mais une réalité tangible. En silence, une transformation s'opère. Les anciens monopoles perdent du terrain, la corruption recule, la fuite des richesses vers l'étranger s'amenuise. Ce sont autant de brèches dans les structures qui étouffaient que l'économie et la justice. Le jeu économique s'ouvre, attirant transparence et concurrence saine. Pour que ces changements s'ancrent durablement, il est indispensable de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation. Cela peut passer par la création de comités locaux, l'implication des associations de la société civile et la publication régulière de rapports sur l'avancée des réformes. Au Sénégal, la publication trimestrielle des résultats du plan Sénégal émergent a permis de maintenir la pression sur les administrations et d'impliquer les citoyens dans le suivi du progrès. Peu à peu, la présence visible de l'État agit comme un antidote à la violence, posant les bases d'un nouveau contrat social. Il ne s'agit pas seulement d'absence de conflit, mais d'offrir à chacun la possibilité de se projeter dans un avenir où dignité et sécurité ne sont plus des rêves lointains. Mais ce pari reste fragile. Si la réalité ne suit pas, si les réformes faiblissent, l'espoir renaissant peut vite se muer en désillusion, voire en rejet définitif de l'État. Le moindre faux pas pourrait coûter la confiance d'une génération entière, condamnant l'initiative avant même qu'elle n'ait porté ses fruits. Le Burkina Faso joue ainsi une carte inédite, sans filet, sous le regard inquiet du continent. Mais la suite dépendra de la capacité du pays à tenir sur la durée et à prouver que la rupture est vraiment possible. La souveraineté ne s'impose pas par décret. Elle se reconstruit morceau par morceau, dans la réalité. Mais comment le Burkina Faso éclaire-t-il le chemin ? Et surtout, quelles leçons précises pouvons-nous, Africains, en retenir ? Voici les principes essentiels à ne pas négliger. Première leçon, l'exemple burkinabé démontre qu'il vaut mieux agir vite et avec audace que de rester paralysé par la prudence. Les grandes réformes comportent sans toujours des risques, mais l'histoire n'attend personne. À Ouagadougou, en quelques jours, des décisions majeures ont prouvé qu'on peut briser la spirale de l'attentisme et affronter les défis sans attendre d'ordre venus d'ailleurs. Pour mettre cela en pratique, chaque État africain peut organiser un audit rapide de ses besoins prioritaires, réunir ses forces vives et lancer, en moins de 100 jours, des actions visibles. Réouverture d'une école, lancement d'un marché agricole, recrutement de nouveaux agents dans la santé ou la sécurité. L'essentiel est de donner la preuve, par des actes, que l'État agit. Deuxième leçon,
La confiance envers l'État se reconquiert par des actions tangibles, pas seulement par des promesses. Cela suppose d'intégrer toutes les voies, y compris celles oubliées ou marginalisées. Ouvrir le recrutement des forces de l'ordre aux veuves, aux jeunes, aux femmes, réinstaller la justice là où elle avait disparu, c'est ainsi que chacun devient acteur du renouveau. Le Burkina Faso le prouve par des gestes forts, pas par de simples slogans. Un exemple concret, en Mauritanie, l'inclusion des anciens réfugiés rapatriés dans la police a permis de désamorcer des tensions communautaires et de restaurer la confiance. Les États africains peuvent s'inspirer de cette démarche pour intégrer les populations déplacées, les minorités et les jeunes sans emploi dans la reconstruction de l'administration. Troisième leçon, il est temps d'inverser la logique postcoloniale qui pousse l'Afrique à exporter ses ressources brutes sans jamais en maîtriser la valeur. À Dori, autour de l'élevage et de la transformation agroalimentaire, des réformes montrent que le progrès véritable naît de solutions locales adaptées. Il s'agit de retenir les bénéfices sur le continent, de bâtir une souveraineté économique fondée sur la dignité et la créativité. Un scénario réaliste, un groupement d'éleveurs burkinabés formés à la gestion coopérative pourrait négocier directement avec les abattoirs publics, fixer ses prix et investir dans des camions frigorifiques pour vendre la viande jusque dans les capitales voisines. Cela réduirait la dépendance au marché extérieur et stimulerait la création d'emplois locaux. Quatrième leçon, l'Afrique ne doit plus laisser d'autres parler pour elle ni gérer ses crises à sa place. L'indépendance réelle, c'est écrire sa propre histoire, tenir le cap même dans la tempête. Cela implique de sortir de la dépendance, de croire en ses capacités et de définir ses priorités nationales sans attendre l'aval de quiconque. Pour chaque gouvernement, cela peut signifier la création d'agences nationales de planification, la formation de diplomates et de négociateurs capables de défendre les intérêts locaux dans les forums internationaux. L'Algérie, dans les années 70, a imposé la nationalisation des hydrocarbures, affirmant sa souveraineté malgré les pressions étrangères. Le Burkina Faso peut s'en inspirer pour garder le contrôle de ses ressources stratégiques. Enfin, aucune transformation ne peut réussir sans la mobilisation de la jeunesse, des femmes et de tous ceux que le système a laissés de côté. Ce sont eux qui inventeront les métiers de demain, qui éduqueront, qui rebâtiront la confiance. Si la jeunesse reste spectatrice, si les femmes demeurent absentes, aucune réforme ne résistera au vent contraire. Pour concrétiser cette mobilisation, il est possible de mettre en place des conseils consultatifs de jeunes et de femmes dans chaque commune, charger ces groupes d'identifier les priorités locales, de lancer des campagnes d'information et de surveiller la mise en œuvre des réformes. En Ouganda, le succès du mouvement des Village Health Teams, composé de jeunes bénévoles, a prouvé que la participation citoyenne renforce l'efficacité des politiques publiques. À chaque citoyen, à chaque État africain, l'heure n'est plus à l'analyse, mais à l'action. Refuser de tirer les leçons de ces réformes, c'est condamner l'avenir à l'immobilisme et laisser la souveraineté filer entre nos mains. Le prix de l'inaction serait bien plus lourd que celui du changement. Alors, le Burkina Faso franchira-t-il ce cap ? Et vous, êtes-vous prêt à accompagner ce mouvement, à écrire ensemble la suite de cette histoire africaine ? Mais chaque avancée provoque aussi des résistances. Qui aujourd'hui tentent d'entraver cette marche vers l'autonomie ? Dans l'ombre, certains groupes, parfois liés à d'anciens intérêts économiques ou à des réseaux étrangers, cherchent à ralentir, voire à saboter les réformes. Ils propagent des rumeurs, financent dans des campagnes de désinformation ou exercent des pressions sur certains fonctionnaires. À chaque étape, la vigilance est donc de mise. Les citoyens peuvent, par exemple, signaler les cas de corruption, participer aux consultations publiques et exiger la transparence dans la gestion des projets. Et vous, pensez-vous que cette discrète renaissance soit réelle ? Alors que des flots d'informations s'effacent aussitôt surgis, une mutation profonde s'est opérée, sans bruit, loin des projecteurs et du tumulte numérique. Pourtant, ce sont parfois ces choix silencieux qui bouleversent le destin d'un pays, voire d'un continent tout entier. Pour ne pas rester simple spectateur, chacun peut agir à son échelle, relayer l'information, organiser des débats dans les quartiers, lancer des pétitions pour soutenir les réformes ou s'impliquer dans les associations citoyennes. La transformation d'un pays commence souvent par de petits gestes, multipliés par des milliers de voix, jusqu'à devenir un mouvement irrésistible. Rester simple spectateur, c'est risquer de laisser l'histoire s'écrire à votre place. Le changement véritable ne se décrète pas. Il se vit, se partage, s'inscrit dans chaque regard, chaque parole, chaque acte. En prêtant attention à cette révolution sans éclat, chacun de nous peut contribuer à la rendre réelle, visible, puissante.
Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso va bien au-delà de la gestion ordinaire. Il s'agit d'une reconquête lucide de la souveraineté, d'un refus de la dépendance, d'une volonté de redonner force et sens aux institutions. C'est un appel à l'audace, à la confiance, à une dignité retrouvée pour le peuple burkinabé et pour toute l'Afrique en quête de réponses nouvelles. Ne restons pas sur le seuil. Interrogez-vous, partagez ce message, ouvrez la discussion autour de vous. Croyez-vous qu'une telle transformation, née dans l'ombre, puisse résister aux doutes, aux vieilles habitudes, aux pressions extérieures, ou pensez-vous qu'elle s'éteindra sans relais, sans soutien, sans vigilance collective? C'est aujourd'hui, plus que jamais, que chaque engagement compte. L'indépendance ne se donne pas. Elle se construit jour après jour, à chaque choix, à chaque voix qui ose se faire entendre. Ensemble, faisons de cette révolution silencieuse un modèle vivant, discuté, adapté et partagé au-delà des frontières.